Ça y est, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a posté sur son site internet hier soir les déclarations de situation patrimoniale des candidats à la présidentielle du mois prochain. On s'en doutait un peu, mais on le sait désormais, Valérie Pécresse est de loin la plus riche parmi les prétendants à l'Élysée, avec un patrimoine de près de 10 millions d'euros. Elle est suivie par Éric Zemmour avec plus de 4 millions d'euros, puis par Nicolas Dupont-Aignan, 2 millions d'euros, Jean-Luc Mélenchon, 1 400 000 euros et Marine Le Pen, 1 200 000 euros. Les moins fortunés étant Fabien Roussel, 220 000 euros, Nathalie Arthaud, 219 000 euros et Philippe Poutou, 122 000 euros. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces différentes sommes ? La Haute Autorité de la vie publique additionne notamment la valeur des biens immobiliers des candidats, de leurs placements financiers, de leur assurance vie, de leurs comptes bancaires et de leurs fonds de commerce divers. La majorité des candidats dits de gauche à la présidentielle possèdent un ou deux biens immobiliers de valeur inégale naturellement. L'essentiel du patrimoine de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, c'est un appartement parisien, celui où il vit, un appartement de 110 mètres carrés acheté en 2014 à 800 000 euros et qui vaut désormais 1 400 000 euros. Cet appartement qui lui vaut aujourd'hui d'être présenté comme un millionnaire qui prétend défendre le peuple. Une attaque prise au sérieux au point où il s'en est expliqué lors de son dernier passage sur la chaîne Thinkerview. Des fois, je me fais jeter à la figure par des types qui se croient malins. Ils me disent « Comment vous osez parler comme ça, vous qui êtes millionnaire ?» D'abord, je ne suis pas millionnaire, ou plus exactement. Votre dernière déclaration de patrimoine pour la présidentielle, c'est combien ? Je ne me rappelle plus, mais ça doit être... 900 000 balles, non ? Ah non, maintenant ça doit être plus, parce que à Paris, vous n'avez rien besoin de faire. Moi, j'ai acheté les mètres carrés au bon moment, j'ai revendu, et maintenant, là où je suis, je ne bougerai plus, personne ne m'enlèvera de là. J'ai déjà dit 10 fois, moi, c'est pas un capital que j'ai acheté, c'est un appart, les gars. Mais c'est pour dire que quand le mètre carré augmente en 15 ans de 350%, d'accord ? Moi, j'ai refait la peinture à l'intérieur. J'ai rien changé dehors, je suis pour rien. Si ça va mieux ou ça va moins bien, vous n'allez pas me voir moi, je suis pour rien. Bref. Jean-Luc Mélenchon a aussi une maison de campagne à Montargis, dans le Loiret, achetée à 90 000 euros et qui vaut aujourd'hui, après 100 000 euros de travaux, 170 000 euros. Anne Hidalgo possède à 50% une maison individuelle à Paris d'une valeur d'environ 1 400 000 euros et à 25% un appartement en Espagne dont elle a hérité, sa part valant environ 28 000 euros. L'essentiel du patrimoine de Nathalie Arthaud est aussi immobilier. C'est un appartement de 48 mètres carrés situé en Seine-Saint-Denis dont elle détient la moitié de la valeur. Une quote-part qui représenterait 100 000 euros en 2009 à l'acquisition et qui représente aujourd'hui 177 000 euros. Pareil pour Fabien Roussel. Son patrimoine immobilier est de 300 000 euros, moins les 99 000 euros qui lui restent à solder de son dernier crédit immobilier. Ni Yannick Jadot ni Philippe Poutou ne sont propriétaires. Yannick Jadot possède plus de 300 000 euros sur ses comptes bancaires et produits d'épargne, tandis que Philippe Poutou, récemment licencié de l'usine Ford de Blanquefort, possède environ 100 000 euros toujours sur ses comptes et produits d'épargne. Ce que je souhaite, c'est qu'on puisse mettre en place des droits de donation exonérés d'impôts qui soient égales entre les grands-parents et les petits-enfants qu'entre les parents et les enfants, et ce à hauteur de 100 000 euros tous les 10 ans. Je pense qu'il faut vraiment permettre aux grands-parents ou aux parents de donner à leurs petits-enfants et à leurs enfants pour injecter de l'argent dans l'économie, pour permettre de soutenir d'ailleurs la relance que souhaite faire le gouvernement. De la même manière, je pense qu'il y a des choses à changer en matière de succession. Et vous le savez, moi, ma priorité, c'est que les biens immobiliers français restent aux Français. Voilà. C'est la raison pour laquelle je serai amené, mais ce sera peut-être dans une autre émission, à demander la suppression de l'impôt sur la fortune immobilière pour la remplacer par quelque chose. Ah non, je ne veux pas de l'IFI, parce qu'encore une fois, je pense que l'immobilier, c'est l'enracinement. Marine Le Pen est une héritière et on comprend pourquoi elle souhaite favoriser les donations familiales. Son patrimoine immobilier issu des donations est d'environ 1 300 000 euros. La déclaration de patrimoine de Marine Le Pen laisse aussi apparaître un emprunt contracté auprès d'une banque hongroise, un emprunt de plus de 10 millions d'euros qui semble manifestement contracté à titre individuel.
D'où provient le pognon dingue de Valérie Pécresse? D'abord, de son très riche patrimoine immobilier constitué de terres agricoles et de 3 maisons individuelles valant plus de 4 millions d'euros. Les produits d'assurance vie de la candidate des Républicains valent à eux seuls plus de 3 700 000 euros. Sur ses comptes bancaires, il y a environ 140 000 euros et elle a acquis pour près de 60 000 euros des tableaux d'art contemporain et une lithographie de Miro. Comment s'est produit cette accumulation? Alors certes, Valérie Pécresse gagne bien sa vie, avec environ 55 000 euros par an. Mais les regards se tournent vers son mari, Jérôme Pécresse, patron d'une branche de General Electric et ancien dirigeant d'Alstom. Jérôme Pécresse a été impliqué dans la vente controversée de plusieurs activités du géant industriel français d'Alstom à l'américain General Electric. Il suffit en effet de se pencher sur quelques noms des acteurs principaux de la vente entre General Electric et Alstom pour constater de multiples liens avec la classe politique. Alors même que les actionnaires d'Alstom n'ont pas encore validé la vente, 2 représentants des intérêts de l'État démissionnent et acceptent un emploi dans les banques partenaires de General Electric et Alstom. David Azema, directeur de l'agence des participations de l'État, est engagé par la Bank of America, banque conseil d'Alstom, 1 an avant la fin de son contrat. Et Frédéric Rothenberger, conseiller et négociateur d'Arnaud Montebourg durant l'affaire, est embauché par la Banque Lazare, banque conseil de General Electric. Et ce ne sont là que 2 fils d'un maillage incroyablement dense. Franck Louvrier, vice-président de l'agence Publicis engagée par Alstom, est l'un des plus vieux collaborateurs de Nicolas Sarkozy, directeur de sa communication depuis sa première élection comme maire de Neuilly à celle de président de la République. De son côté, General Electric a engagé le cabinet Claude et Sarkozy comme service juridique, cofondé par l'ancien chef de l'État. Pour sa communication, le groupe a engagé Havas, dont le patron Stéphane Fuchs est un vieil ami politique de Manuel Valls. Encore, General Electric choisit comme banque conseil le Crédit Suisse, dont le vice-président est François Roussely, ex-directeur de cabinet socialiste et connu comme mentor du directeur de cabinet du ministre de la Défense. Chez Alstom, le coordinateur de la fusion avec General Electric, Jérôme Pécresse, est le mari de Valérie Pécresse, président de la région Île-de-France. Le couple Pécresse est soupçonné de prise illégale d'intérêt, en gros d'avoir possédé des actions Alstom et de ne pas l'avoir dit, alors que Valérie Pécresse, en tant que présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, a acheté pour plus de 2 milliards de matériel roulant à Alstom. Éric Zemmour, de son côté, possède en tout au parti 5 appartements parisiens et la valeur de ses parts est de près de 3 millions d'euros. Ses produits d'assurance vie valent près de 450 000 euros. Sa déclaration de patrimoine montre comment son activité professionnelle d'éditorialiste multicondamné l'a enrichi. Au Figaro, détenu par la famille Dassault, qui elle-même tire sa fortune de l'industrie de l'armement, Éric Zemmour était payé environ 5 600 euros mensuels. Mais sa véritable machine à cash, c'est sa société Rubempré qui lui permet d'éditer ses livres à compte d'auteur et de collecter ses droits d'auteur, des droits tirés de ses essais et manifestement de son activité sur CNews. Seulement sur les années 2019 et 2020, sa société d'édition lui a permis d'engranger plus d'1 million d'euros, l'équivalent de presque 50 000 euros par mois. Que dire d'Emmanuel Macron ? Comme en 2017, sa fortune est étrangement faible par rapport à l'argent qu'il a accumulé alors qu'il était banquier d'affaires. Il déclare 0 bien immobilier et 500 000 euros de patrimoine environ. Bien entendu, le sentiment d'incrédulité est grand au sein de l'opinion publique. Sur Twitter, un hashtag fait déjà fureur, Macron 500K. Macron 500K, soit il se fout de notre gueule, soit il ne sait pas gérer son pognon. J'hésite. Je ne sais pas pourquoi, la déclaration de patrimoine de Macron me fait penser qu'on n'a toujours pas eu la liste complète des Français impliqués dans les Pandora Papers. Mort de rire, Macron 500K, le niveau de mensonge est stratosphérique. En 2017 déjà, la même incrédulité prédominait quand il publiait son patrimoine ridicule pour un banquier d'affaires ayant gagné 2 800 000 euros entre 2008 et 2012, alors qu'il était chez Rothschild. Des sommes qui semblent s'être évaporées. À l'époque, l'ONG de lutte anticorruption Anticor avait demandé à la Haute Autorité de transparence de la vie publique de vérifier les déclarations de Macron et déclaré craindre une nouvelle affaire Cahuzac. Mais rien ne s'est passé.
Ah si, Anticor a failli perdre durant le quinquennat qui s'achève le précieux agrément qui lui permet d'agir en justice. Il a fallu 6 mois de flottement pour que les choses rentrent dans l'ordre.